sur la directive NIS 2. Et nous avons la chance d'avoir un intervenant de haute volée. Je suis ravi vraiment d'accueillir Marc-Antoine Ledieu, Ah, merci Claude. qui est, merci, qui travaille sur le sujet avec les plus hautes autorités. Et donc, c'est très intéressant pour nous d'avoir son expertise et son recul avec sa personnalité, son style et son expérience que vous allez découvrir au fil du webinaire. Je vais, avant de vous donner quelques consignes pratiques, tu as démarré l'enregistrement, Jérémy, donc merci. Je vous indique donc que ce webinaire sera enregistré. Voilà, donc je tenais à vous en informer, qu'il n'y ait pas de problème avec chacun d'entre vous à ce sujet. Voilà. Je vais laisser la main à Christophe Korn pour qu'il vous dise quelques mots. Donc ce webinaire est organisé par le Grand Est Transformation Numérique et la communauté cybersécurité de Grand Est Transformation Numérique, dont Christophe est l'animateur industriel et moi le coordonnateur. Christophe, je te passe la main pour quelques mots avant de donner ensuite quelques petites consignes pratiques. Merci Jean-Charles, bonsoir à tous. Très rapidement, parce qu'effectivement l'essentiel va être amené par Marc-Antoine. Hein. Pour le connaître depuis quelques années, vous allez être bluffé par la forme et ensuite énormément bluffé par le fond. Et c'est vraiment très important parce qu'on a besoin d'être éclairé sur ce sujet du NIS 2 hein, qui nous arrive. On a tous eu un peu d'informations, on va aller vers la synthèse et puis on va laisser la place aux questions, aux échanges et ça va être très important. Et très bien, donc voilà, merci à Marc-Antoine hein, d'avoir accepté cette proposition de Grand I9+. Avec plaisir. Voilà, alors avant de, cette fois-là, complètement laisser la main à Marc-Antoine, je vous demanderai de couper vos micros pour éviter qu'il y ait des interférences avec l'intervention de Marc-Antoine. L'intervention aura lieu en deux parties. Une première partie véritablement d'information descendante pendant 45 minutes et ensuite un temps d'échange de 30 minutes. Et vous pouvez mettre au fil de la conversation et au fil de l'intervention vos questions dans le chat ou les réserver pour la phase finale et on s'efforcera avec Christophe et Jean-Luc d'être le relais de vos questions à la fin et pourquoi pas même vous laisser échanger si c'est possible ensuite. Voilà. Donc, dernier point d'importance, hein, donc ce webinaire, il a été organisé au départ à destination principalement des offreurs de services et de solutions de cybersécurité. Et nous avons souhaité l'ouvrir aux clients de ces offreurs de services et de solutions, mais également aux collectivités, pour que vous puissiez comprendre finalement de quoi il ressort derrière cette directive et quelles sont les implications pour les offreurs, mais aussi pour les bénéficiaires. Voilà. Donc, et cette fois-ci, je donne définitivement la main à Marc-Antoine. Marc-Antoine, je te remercie et on t'écoute attentivement. Bon, merci à vous tous. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je vais passer en plein écran parce que c'est quand même plus sympa. Et vous me dites, là, je vous vois plus, mais vous me dites si vous voyez bien. C'est bon? Oui, tout est bon. Ouais, Bon, c'est bon. alors on est parti. Alors, prestataire de services de sécurité gérés, ça donne un acronyme en anglais qui s'appelle MSSP, Managed Security Service Provider. C'est un point central de NIS 2 parce qu'évidemment, la sécurité va passer par des offreurs. Hein. Et quand on avait réfléchi à monter ce webinaire, on s'était dit, tiens, bah, on va parler des entités régulées, puis on va parler des offreurs. Mais en fait, vous allez voir, les offreurs vont devenir entités régulées eux-mêmes. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps la partie un peu générale, qui, quand, comment. Ensuite, je vais essayer de vous montrer les obligations de sécurité qui sont écrites avec les pieds dans NIS 2, mais c'est pas pire que dans DORA, donc on est pas mal. Donc, je vais vous passer ça en revue. Hein. Vous allez voir, il y a 15 points. Si vous aimez ISO 27001, vous allez adorer ce que je vais vous montrer. Et ensuite, on fera un petit point contractuel parce que là, malheureusement, il y a des obligations qui vont tomber. Voilà, donc je suis Marc-Antoine Ledieu avocat au pluriel, parce qu'on est deux, donc on est quand même un très très gros cabinet. On est super spécialisé maintenant en cybersécu, on s'y est mis parce qu'on voit que c'est le problématique d'aujourd'hui. Ne me parlez pas de RGPD, ça m'énerve. Vous trouvez déjà l'ensemble des slides que je vais vous montrer libre d'accès en ligne sur technique et droit du numérique. Vous cherchez le blog, vous allez trouver. Et
comme je n'annonce que de mauvaises nouvelles depuis quelque temps de tout ce qu'il faut faire, j'ai appris par un de mes clients que j'étais surnommé l'odieux et non pas le dieu, et ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, vous avez cette slide. Pour le faire en rapide, j'écris du contrat IT en B2B depuis à peu près 25 ans maintenant. Et donc, j'ai commencé avec du logiciel, les bases de données, le service cloud, les données personnelles, bien sûr. Et maintenant, un gros focus sur la cyber. Voilà. Et moi, j'ai poussé l'exercice jusqu'à me former ISO 27001 pour ne pas dire que des bêtises, sachant que nous, les avocats, on est des menteurs professionnels, c'est bien connu. Mais j'insiste pas sur ce point-là. Et voilà, mon petit avatar en bande dessinée, surnommé Super Avocat. On n'a pas trouvé mieux encore. Euh, Juste un mot pour vous dire qu'aujourd'hui, comme on n'est pas très nombreux, nous les avocats, à nous intéresser à ces problématiques de cybersécurité, que je communique depuis un moment, j'ai pas d'informations privilégiées, mais j'ai participé comme intervenant au dernier séminaire interne de la sous-direction stratégie de l'ANSSI, ce qui me permet d'avoir des contacts informels, très professionnels, mais informels quand même, et d'avoir quelques infos que je peux révéler là. Par exemple, si c'était TLPH, je vous en dirai rien. Puis en plus, je suis astreint au secret professionnel et c'est un truc avec lequel je ne plaisante plus. Parce qu'une fois qu'on truande avec l'un ou l'autre, on est grillé définitivement. Donc, je ne jouerai pas à ça. Voilà, ça, je voulais annoncer et je vous promets, je vais vous dire que la vérité, là, je vous le jure. Petite overview, les entités régulées et les obligations spécifiques avec un focus sur le contractuel parce que malheureusement, vous n'y couperez pas. Et dernier point, voilà, je vais vous balader dans des univers en BD. Je suis assez BD. Donc, vous allez voir beaucoup le fléau des dieux grâce aux éditions Soleil qui me donnent le droit d'utiliser leur BD et un album que j'ai retrouvé et que j'avais lu quand j'avais, je sais plus, 15 ans, qui s'appelle Milady 3000. Vous allez voir avec une comtesse Zumo qui est une jeune femme énergique. Si vous voulez vraiment creuser directive Nice V2, j'ai plein de contenus qui sont en ligne en vidéo plus BD. Là, on ne fera pas tout, bien sûr. On ne verra pas les IOC, les scans et la réglementation sur les CERT. On va se concentrer sur la partie entreprise, entreprise, collectivité locale et prestataires de services. Vous allez voir comment ça marche. Tout le monde est dans le même panier. Alors, d'habitude, je commence toujours par un triste constat, mais je pense que si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous connaissez un peu l'univers de la cyber, donc je ne vais pas être trop long. Donc, j'insiste pas, parce que j'ai fait déjà une conférence à midi au Club ISO 27001 là à Paris. Et bon, c'est le grand classique. Je vais me faire cyberattaquer. La bonne question, c'est quand? Je vous passe le détail. Aujourd'hui, moi, les questions qu'on me pose beaucoup, c'est alors, c'est quoi la réalité des cyberattaques? Alors, j'ai lu une série d'articles. En fait, c'est n'importe quoi. Toutes les statistiques qu'on a de partout sont complètement bidons. On ne sait pas quelle est la réalité d'espionnage cyber et on ne le saura jamais. Espionnage cyber, espionnage étatique, espionnage d'entreprise, hein, on n'en sait rien. Les cyberattaques, on n'en connaît pas le nombre. Le montant des rançons, personne ne le sait. Donc, je ne ferai pas de catastrophisme. On va essayer d'aller à la réalité. Aujourd'hui, le constat qui est que la majorité de toutes les attaques, les incidents de sécurité, enfin bon, c'est des attaques, c'est détection automatisée des vulnérabilités par des gens qui savent faire, injection automatisée des malwares, et puis exploitation souvent automatisée des malwares ou exécution de code arbitraire, enfin toute la litanie habituelle. J'insiste pas. Tout ça pour vous dire que, et on en arrive très directement à Nice 2, c'est le changement de stratégie de l'UE. Okay, donc là, j'ai essayé de vous le symboliser. On voit bien qu'il y a un truc qui explose, c'est l'UE qui s'énerve. D'abord, le premier constat, c'est que on a un système pénal, un système donc de la police, la justice, qui est complètement défaillant vis-à-vis du phénomène des cyberattaques pour des tas de raisons. D'abord, c'est une quantité pléthorique. Ensuite, on a des conceptions judiciaires où on réprime par pays, mais il faut avoir les gens sous la main. Or, comme tout le monde se balade dans le monde entier, qu'il suffit d'une connexion Wi-Fi à peu de choses près et d'un PC pour mal agir, bah, nos justices ne savent pas répondre à ça. Et du coup, le mouvement législatif, qui est très clair, hein, vous prenez, Nice 1, le RGPD, Nice 2, DORA, toutes ces législations aujourd'hui vont dans le même sens. À partir du moment où vous êtes vulnérable, où vous risquez le malware, vous risquez la cyberattaque, vous êtes responsable parce que vous êtes négligent si vous ne vous êtes pas sécurisé. Voilà, c'est aujourd'hui toutes ces législations tournent autour de ça. Donc on régule des autorités et on leur dit: «Si vous ne faites pas le job, ISO 27001, SOC 2, on ne rentrera pas dans ce débat-là, mais si vous ne faites pas le job, vous êtes négligent, bah, je vous sanctionne». Voilà. Et donc on impose de force une réglementation, sur la cybersécurité, organisationnelle, technique, juridique, et voyez comment ça tombe et c'est pas fini
Là, on en est à Nice V2, donc publié le 27 décembre. Dora le même jour. Dora, c'est Nice 2 spécial banque assurance. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. On a quand même pris la LPM dans la foulée cette année avec des aspects cyber qui sont impactants, faut être clair. Et on a des projets de l'Union européenne qui sont déjà disponibles. Hein. Le Cyber Resilience Act, où là, on va commencer à s'intéresser aux vulnérabilités logicielles, aux problèmes des patchs. Et là, ça va donner, parce qu'on va toucher y compris le monde du libre. Et on a aussi le Cyber Solidarity Act. Bref, l'UE s'agite, on y va, et le concept est toujours le suivant. J'impose des mesures de cybersécurité. Vous voyez, il suffit de suivre les flèches. Hein, moi, j'ai une mémoire visuelle, donc si je vois des flèches, c'est qu'il faut suivre. Si vous faites ça, vous êtes à l'état de l'art. Et par exemple, pour être à l'état de l'art, aujourd'hui, sur Nice 2, ne cherchez pas, il y a un référentiel, c'est ISO 27001. C'est écrit dans les considérants de Nice 2. Donc, quand on est juriste et qu'on a compris comment ça marche, on lit la directive. Ensuite, on va lire les considérants qui sont des indices d'interprétation. Et ben, quand il y a marqué, par exemple, ISO 27001, ne cherchez pas, il faut aller vers ISO 27001. Qu'on soit soi-même certifié ou qu'on déploie la méthode. Si vous déployez la méthode sans être certifié et que vous la documentez, ben on va considérer que vous avez fait le job et que vous êtes à l'état de l'art. Ce n'est pas le coup de cachet de l'auditeur qui fait que vous allez devenir, par miracle, conforme à l'état de l'art. Non, il suffira de démontrer qu'on a déployé, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit en termes de sécurité, d'organisationnel et compagnie. Parce que sinon, vous voyez, la comtesse Jumeau, quand elle s'énerve, elle rigole pas du tout. Nastasia, comtesse Jumeau, vous êtes négligent, sanction. Et je vais vous montrer le niveau de sanction, ça fait pas rire. Voilà, donc ça, c'était le petit overview de départ. Maintenant, vous voyez, on a pris ce paquet, alors adopté le 14 décembre, voté le 27. Moi, j'ai lu les trois. Je travaille surtout sur Dora et Nice 2. Il y a du bon et du mauvais dans les deux, et on va essayer de se focaliser en retenant cette distinction. La première directive que personne n'a lue, qui s'appelle la résilience des entités critiques, c'est de la sécurité physique, qui passe jusqu'à l'accès aux documents papier, contrôle d'accès physique, sécurisation des bâtiments, patati patata. Ceux sur lesquels ça tombe, bon courage. Mais ça va être désignation par les États, je ne rentre pas là-dedans. Et donc sur la partie purement cyber, hein, partie numérique, donc on a le principe qui est NIS V2 et l'exception sectorielle qui devrait être un dérivé de NIS V2 qui est Dora. Alors, le problème, c'est que Nice V2, enfin, c'est pas un problème, mais Nice V2, ça a été écrit par des ingénieurs qui savent ce que c'est qu'un réseau et un système d'information. Dora, ça a été écrit par des banquiers. Et Dora, c'est assez difficile à manipuler et c'est plus organisation interne. Je ne vous en parle pas aujourd'hui. Mais voilà, vous retenez ça, parce que j'ai illustré en fait tous mes propos que vous trouvez en ligne sur mon blog partout. Tout ce qui est Nice V2, j'ai utilisé Le Fléau des Dieux. Et pour Dora, j'ai pris une autre BD, ce qui me permet moi de voir tout de suite que là, on est bien sur Hercule et sur l'exception sectorielle. J'insiste pas. Là, par contre, où c'est intéressant, Dora, et je ne vous montrerai pas plus de Dora, c'est qu'au moins dans Dora, c'est les process de mise en œuvre de la sécurité tout azimut dans le dispositif Dora, c'est simple, c'est la gouvernance. Ensuite, vous faites les mesures techniques, vous basculez sur les obligations contractuelles, vous auditez tout ça, vous faites vos tests de résilience, vous faites de la formation et vous recommencez. Alors, ça se comprend après 12 lectures de Dora et c'est écrit de manière un peu moins simple dans Nice 2, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, j'ai mon petit timer qui fonctionne, donc je vais essayer de tenir mes délais. Voilà, cette slide ne sert à rien, mais si vous avez envie de lire une BD qui est vraiment super bien dessinée, avec un scénario original, où il y a un peu d'action, c'est Le Fléau des Dieux. Voilà, j'insiste pas. Alors, pour bien comprendre Nice 2, on va commencer dans le désordre et on va commencer par les annexes 1 et 2, c'est les secteurs d'activité. Donc, je vous ai dit 2 directives, un règlement. Évidemment, les secteurs ne sont pas toujours les mêmes, ça change, il y en a un peu l'un, un peu l'autre. Là, ce qui vous intéresse, vous, c'est la partie en bleu où vous voyez Nice V2. Et regardez comment c'est classé. Donc, Nice V2, on parle bien des entités essentielles ou importantes. Mais on les trouve dans les secteurs hautement critiques. Donc, ne cherchez pas de cohérence dans tout ce vocabulaire. C'est vital, c'est essentiel, c'est critique, c'est important. Le tout, c'est de savoir où vous êtes, si vous êtes impacté en direct ou si vous êtes prestataire. C'est comme ça que ça va fonctionner. Après, les critères de désignation, même l'ANSSI ne sait pas aujourd'hui, je vous en touche un mot. Mais regardez bien. Donc, vous avez. Bon, en fait, réfléchissons sans aller se taper toute cette liste, cet inventaire à l'après-vert. C'est quoi l'idée de Nice V2? C'est si l'informatique utilisée par les professionnels pour rendre des services comme
la santé. Donc, c'est tout le secteur hospitalier, c'est les médicaments, les soins, machin. L'eau potable. Si on n'a plus d'eau potable, est-ce que c'est critique, essentiel ou important pour un pays en Europe ou pour l'ensemble des sociétés européennes? Ben oui. Et c'est ça, cet inventaire à l'après-vert. Alors, il ne faut pas chercher si c'est annexe 1, annexe 2, secteur critique, hautement critique, essentiel, pas essentiel. Je vous donne un exemple. Dans les autres secteurs critiques, vous voyez le petit 4, c'est denrées alimentaires. Dans denrées alimentaires, c'est quoi? C'est toute la production et la distribution de la bouffe pour vous et moi quand on va faire nos courses. D'accord? Donc Carrefour, Intermarché, les grands laitiers, ok, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'ANSSI n'a toujours pas de délégué sectoriel pour le secteur alimentaire et que la grande distribution essaie d'expliquer qu'en fait, ils ne sont pas critiques ou essentiels, ni importants, ni vitaux, ni essentiels. Donc, à un moment, un peu de bon sens, on regarde où on est là-dedans, si on est impacté, et je vois, parce que ça va être notre fil conducteur, dans les secteurs hautement critiques de l'annexe 1, point 9, services gérés, donc ça va être tous les infogéreurs, et services de sécurité gérés. Ben, les services de sécurité gérés, c'est quoi? C'est tous les professionnels, dont beaucoup d'entre vous, je pense, sont en train de m'écouter. C'est vous qui allez fournir la sécurité pour toutes les industries qui sont un peu critiques. Si vous faites attaquer, ça a été le cas de l'affaire SolarWinds quand même, c'était des gestionnaires de parcs de serveurs. Ils se font poutrer comme des lamentables. On met 1 an et demi à le découvrir. Toutes les autorités gouvernementales américaines s'étaient faites poney, ça partait en direct en Russie. Et ben pour éviter ça, on va dire que les services de sécurité gérés, eh bien vous allez être désignés d'une manière ou d'une autre, auto-désignés ou désignés comme entité essentielle, quoi. Parce que si vous faites attaquer, un, vous ne rendez pas votre service, et deux, vous allez servir de cheval de Troie pour que tous les malveillants du monde viennent se servir chez énergie, transport, bancaire, infrastructure de marché financier, santé, eau potable, et je vous passe la litanie. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cette annexe, et ensuite, avec un peu de bon sens, est-ce que je suis dans une de ces catégories? Voilà, il faut lire la liste, elle n'est pas très longue, vous avez l'intégrale ici, 18 secteurs. Maintenant, pour de vrai, moi, je peux vous raconter ma vie qui est certainement passionnante et à un moment, je ne réinvente pas la roue. Moi, j'écoute ce que dit l'ANSSI. Je vais lire ce qu'écrit l'ANSSI. Je vais écouter Vincent Strubel. J'étais aux assises de la sécurité cette année. Voilà. Alors, au mois de mai, on nous dit, en Europe, on va faire x6 en termes d'opérateurs régulés. On va passer de 15 000 à largement plus de 100 000. Alors, au niveau de l'Europe, ça commence à faire. On est dans une directive, OK, on va être en transposition, donc on va voir les régulateurs nationaux. Mais enfin, ça va être qui les régulateurs nationaux qu'on va écouter? Ça va être l'ANSSI, ça va être le BSI. Bon, les Anglais, on s'en fout, ils sont sortis de l'UE, tant pis pour eux. Maintenant, il paraît qu'ils voudraient revenir. On verra bien ce que ça donnera. Mais on prend les 2-3 grandes autorités de contrôle et eux, ils vont donner le là. Et eux, ils vont finir par s'entendre. Et donc, officiellement, dans ce webinaire, on nous dit la France, on va passer de 300 opérateurs de services essentiels à plus de 10 000 entités NIS V2. Bon, ça veut dire qu'on fait x30. L'ANSSI ne fera pas x30 en termes de budget et l'ANSSI ne fera pas x30 en termes de ressources humaines. Donc, déjà, ça coince. Ça a été voté il y a presque 1 an, ça rentre en vigueur dans 1 an, et inutile de vous dire que tout le monde n'est pas prêt. Déclaration de M. Strubel, c'est accessible publiquement. L'ANSSI a un problème d'identification des nouveaux acteurs régulés. Parce qu'avant, les essentiels, ils étaient 300, c'était 500. On classait tous les hôpitaux, les GHT, les CHU, tout allait bien, on désignait un peu de monde, on savait sur qui on tape. Là, les prestataires de sécurité gérés, par exemple, il faut qu'ils soient identifiés par l'ANSSI. Alors, les délégués régionaux, ils vous connaissent, donc ils viennent vous voir, donc vous allez être vite être mis au parfum. Et normalement, vous avez déjà dû être consulté, puisque le process de réalisation des normes techniques sont co-organisés avec l'ANSSI. Donc, je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Mais il y a plein de petits opérateurs, ils ne le savent pas. Et est-ce qu'on est dans une logique de désignation par l'État ou est-ce qu'on est dans une logique d'autodésignation parce qu'on rentre dans les critères? L'autodésignation, c'est comme l'autorégulation. En général, les gens vont dire je ne me suis pas inscrit, donc je ne suis pas concerné. Et l'ANSSI, aujourd'hui, sont très embêtés. C'est ça que veut dire Vincent Strubel. Enfin, c'est ce que je comprends de ce que dit Vincent Strubel lors de son discours aux assises. Parce qu'ensuite, comment ça va marcher en concret, les grands mots, les grandes notions, on va voir les normes techniques, vous inquiétez pas, mais c'est quoi? C'est globalement, si moi, Annecy, je te désigne parce que la NIS V2, la directive, la loi, les décrets, les arrêtés,
On va tout prendre dans la tête dans les 12-15 mois qui viennent. Si toi, tu es entité essentielle, je vais te contrôler a priori. Enfin, 10 000, je ne sais pas très bien comment l'ANSSI va faire. Donc, c'est eux qui l'ont dit. Moi, j'y crois pas trop. Ça va passer par une logique de certification quelque part. Et si c'est de la certification, on va déployer de l'ISO 27001 plus. C'est-à-dire qu'on va se prendre toute la litanie que je vais vous montrer, qui est déjà dans NIS 2. Excusez-moi. Et puis l'ANSSI, en qualité de régulateur national, qui va déployer les mesures très concrètement d'après la loi, le décret et les arrêtés qui vont sortir, l'ANSSI, ils vont faire le job. Voilà, comme le BSI va probablement le faire en Allemagne. Et puis pour les autres, les entités importantes, ce serait donc ce qu'on appelle la régulation ex post, je cite toujours, c'est-à-dire qu'on va te contrôler si on sait que tu n'es pas conforme. Bon, pareil, il faudrait qu'il y ait assez d'auditeurs, il va falloir qu'il y ait des délégués d'auditeurs. Donc, ce n'est pas gagné, mais ça va venir. Mais c'est comme ça qu'est conçu intellectuellement le dispositif NIS 2. Voilà, parce que à un moment, quand on ne sait pas, on va regarder ce qui se passait sur NIS 1, qui date de 2016 quand même, c'était pas il y a 100 ans. Dans NIS 1, c'était marqué désignation par arrêté du Premier ministre, notifié aux opérateurs. Et ce n'était pas public, ce n'était pas secret défense, c'était juste pas public. Donc en fait, il y a un moment, il y a un motard de la gendarmerie ou un gros recommandé qui arrivait, on disait, toi, tu es opérateur de service essentiel et il va falloir faire le job. Donc là, ce n'est pas très clair aujourd'hui. Il y a un portail d'autodésignation qui fonctionne en ligne, ouvert par l'ANSSI, mais j'ai peur que ce ne soit pas super performant. Bref. Donc, ce n'est pas gagné. Je ne vous dirai pas tout. En plus, en 45 minutes, c'est illusoire. Mais progressons. Donc, c'est pour quand? Je vous l'ai dit, ça, c'est la date officielle, 18 octobre. C'est dans 11 mois. Ça veut dire qu'il faudrait qu'entre-temps, la loi soit votée. La loi, elle va arriver au Parlement au printemps, annonce l'ANSSI, puis ensuite, c'est Assemblée, Sénat, éventuellement, il y a une navette, il va y avoir des amendements, puis ensuite, une fois que la loi est votée et passée au JO, il faut que là, les décrets arrivent. Alors, l'ANSSI sont en train de tout préparer, mais à un moment, l'ANSSI font ce qu'ils peuvent avec les ressources dont ils disposent, et puis il y a les arbitrages politiques, c'est le SGDSN, donc voilà, c'est pas fait encore. Donc, il y a des projets qui commencent à circuler, mais je ne peux pas vous dire que je l'ai lu parce que ce n'est pas vrai, mais il devrait arriver bientôt. Voilà, il faut suivre mon blog. Donc là, toujours pareil, moi, j'ai été voir dans le webinaire de l'ANSSI. Alors, soyons concrets. Dans NIS 1, il y avait donc on désignait, et ensuite, il y avait le calendrier de déploiement des mesures techniques. Ça a été annoncé par l'ANSSI dans le webinaire du 16 mai. On va faire pareil. Donc, en fait, là, qui est désignation ou autodésignation, à partir du moment où le truc rentre en vigueur, boum, l'ANSSI va déployer par secteur d'activité des calendriers de mise en œuvre. Et voyez les délais là que je vous ai mis en bien, bien visible. J'ai pris les règles de sécurité de NIS 1 et je vous ai mis les délais qui étaient faits. Donc, on était désigné et on avait 1 an pour faire sa PSSI. On avait 3 ans avant les indicateurs, 2 ans pour les déployer, la carto, 1 an, le cloisonnement, 2 ans. Donc, c'est pas je suis ISO 27001 certifié au garde à vous au mois d'octobre 2024. C'est matériellement pas possible. Tout le monde le sait. Donc, l'ANSSI, au moins, a prévu quelque chose d'un peu sensé sans avoir besoin de lécher les pompes de l'ANSSI, mais sinon, on n'y arrivera jamais. Donc là, au moins, on a le mode d'emploi et je vais vous montrer les mesures techniques. Je pense que la slide est parlante. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le support BD. C'est qu'à un moment, moi j'ai des gamins qui sont, bon, maintenant ils sont un peu grands. Il y a un moment, 8 fois, mais pas tes doigts dans ton nez. Moi, la 9e fois, alors je ne serre pas le poing, mais il y a un peu des baffes qui sont parties. Vous le savez malheureusement comme moi, chez les professionnels, ça marche de la même manière. Donc, c'est écrit dans NIS 2, comme ça. Donc, j'ai même dans la loi de transposition, ça va être pareil. Donc, on sait à quelle sauce on va être mangé. Le risque, eh bien, oubliez le RGPD entre 2 et 4 machin. Là, c'est un plancher. C'est écrit au moins 2 du chiffre d'affaires. Alors, quand vous êtes un industriel, vous allez vous faire réglementer et que vous savez que vous margez à 1 ou 2 sur la vente, c'est le secteur de l'automobile qui est connu pour ça. C'est un secteur industriel, beaucoup de monde, gros investissements, ça marche très peu. Si vous margez à 1 et que vous prenez 2 de votre chiffre d'affaires de sanctions, à un moment, il y a quelqu'un qui va rendre des comptes, un président de conseil d'administration, un conseil de surveillance, et ça ne va pas bien se passer. Bon, les entités importantes, c'est un peu moins, mais enfin, vous voyez, c'est des planchers. Ça ne peut pas être moins. Voilà, 10 millions, 2%.
Et là, l'ANSSI, toujours dans le même webinaire, hein, j'ai pas besoin d'inventer, c'est magnifique. Et voyez pourquoi je vous dis tout à l'heure que le ex post, ex ante, là, je sais pas quoi, je vais te moi, Annecy, je vais arriver, vous êtes 10 000. Alors déjà, vous étiez 300 avant, j'avais du mal à gérer tout le monde. Maintenant, vous êtes 10 000, mais je vais vous certifier qu'il y a un coup de cachet, puis maintenant, vous pouvez bosser. C'est pas vrai. C'est écrit, c'est un extrait d'une slide de l'ANSSI. Suspension temporaire d'une certification. Mais quelle certification? Ben, faire du ISO, c'est marqué dans la directive. Donc, on va faire du ISO et dans les sanctions, suspension temporaire, c'est surligné, hein, c'est très joli. Suspension temporaire d'exercer les responsabilités dirigeantes pour la personne physique à un niveau DG ou représentant légal. Alors, c'est inédit, je vous le dis, hein, je suis avocat depuis, j'ai fêté mes 30 ans là, j'ai vu des tas de trucs bizarres passer en droit, ça, j'avais jamais vu encore. Ça veut dire en clair que le président du machin, il peut plus signer, ça veut dire qu'il touche plus ses pépettes non plus, hein, puisqu'il est suspendu d'exercice, donc lui, il a plus de revenus, il peut plus bosser, et ça peut durer, le temps que l'autorité de contrôle décide. 3 mois avec sursis la première fois, 6 mois, 1 an, ferme, définitif, on ne sait pas. C'est l'ANSSI qui le dit. Je n'ai pas besoin d'insister. Là où c'est très compliqué, enfin, c'est très compliqué, c'est très hypocrite en fait, dans NIS V2. Et le concept politique est le suivant, et c'est pareil dans DORA. C'est que moi, autorité nationale de contrôle, l'ANSSI, puisque là, NIS V2, on est bien à l'ANSSI, je vais prendre des entités, je vais les réguler, et puis je vais dire, voyez vos prestataires. Alors dans DORA, ça s'appelle les prestataires des fonctions critiques ou importantes. Mais là, par exemple, ça va être les prestataires de sécurité gérés. En fait, vous, je vais vous mettre au carré de la même manière. Et puis, si vous-même, vous avez des prestataires, comme vous, vous êtes critique ou important ou essentiel, machin, je vais vous imposer que vous surveillez vos propres prestataires, parce que sinon, c'est sur vous que je tape. Parce que c'est un principe du droit qui est ultra classique. Le sous-traitant, il est responsable de rien, sauf vis-à-vis de son donneur d'ordre. Donc, si le donneur d'ordre, il fait pas bien le job, le commanditaire, hein, le client, et pas le sous-traitant, c'est lui qui prend. Et donc, ça va être à tous les prestataires régulés de vérifier que les sous-traitants un peu importants, ils se mettent au carré aussi. Mais qui sera responsable? Le prestataire IT, fournisseur machin, lui ne sera pas responsable vis-à-vis de l'ANSSI, il sera responsable que vis-à-vis de son entité. Donc, il faudra que l'ANSSI tape sur les entités régulées, essentielles, importantes. Ensuite, lui, s'il est condamné, il va se retourner contre le prestataire IT. Là, ne m'appelez pas pour les procès, je n'irai pas, ça va être un cauchemar. Donc, il va falloir faire le job avant. Et pour faire le job, ce que je vous propose, c'est un petit aperçu un peu rapide, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Les mesures techniques de sécurité. Alors, on ne va pas faire l'orga, pas trop, on ne va pas faire le fonctionnel. Juste, si vous êtes entité régulée, donc si vous êtes prestataire, offreur de services de sécurité gérée, dès que vous allez être, en fait, même on-prem, vous allez voir, c'est écrit, donc je n'invente rien, ça vous tombe dessus. Alors, si vous êtes en mode cloud, hein, en SaaS, IaaS, PaaS, ce que vous voulez, vous êtes bon comme la romaine, ne cherchez pas, c'est écrit aussi. Avec juste un aperçu, un peu rapide, là, c'est un petit clin d'œil. C'est écrit comme ça dans NIS 2. Alors maintenant, il faut arrêter de dire qu'on fait de l'offensif. C'est interdit. Voilà, c'est écrit comme ça dans les considérants et dans la directive. On fait de la cyber active, stratégie défensive qui exclut les mesures offensives. Voilà. Ce que ça veut donc, vous voyez, là, les personnages, il y en a un, c'est les défenseurs et les autres, c'est les attaquants. À un moment, on ne peut pas. Le hackback, c'est mort, quoi. On ne fait pas du hackback. Le takedown, c'est limite. Je ne vais pas vous saouler avec ça aujourd'hui, mais sachez que le concept de la violence numérique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, retenez juste cette salade-là. À partir du moment où vous rentrez sans autorisation dans un système d'information, sans autorisation, ça veut dire sans consentement, ou si vous utilisez des moyens frauduleux, en clair, vous utilisez une 0-day, une config admin qui n'a pas été changée. Dès que vous allez rentrer de manière indue, car vous savez que vous rentrez de manière indue dans un système d'information, il ne faut pas être débile, même moi j'ai compris comment ça marchait. Là, vous êtes en violence numérique et là, vous faites de l'offensif. Donc, soit vous avez des autorisations de pentest qui sont bien signées, soit vous avez vos contrats qui sont bien faits, et là, vous avez autorisation, consentement, et vous n'utilisez pas de moyens frauduleux. Voilà, le moyen frauduleux, bon, je vous le passe parce qu'on n'a pas le temps, vous avez toutes mes slides en ligne. L'overview méga rapide, c'est quoi les concepts? Alors, toutes les directives maintenant, la loi sur la crypto française, qui est de 2004, hein, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la LPM de 2003, dans ISO, dans le RGPD, entité essentielle NIS 2, DORA, c'est partout pareil.
il faut assurer disponibilité, authenticité, ce qui veut rien dire pour un juriste, mais c'est pas grave, intégrité, confidentialité. Voilà, OK, j'insiste pas, maintenant c'est les mêmes mots qu'on trouve partout, ça tombe bien, ça nous permet de bosser. Là, c'est la slide, qui a fait très, très plaisir ce matin à mes amis du club, ISO 27001 de Paris. Donc la directive vous impose des mesures que je vais vous montrer et dans les considérants, on dit: «Ben, en fait, si vous déployez des mesures de gestion du risque cyber», hein, c'est comme ça que ça s'appelle en ISV2 dans le texte, ben vous devriez le faire. C'est toujours écrit au conditionnel, mais ça veut dire c'est ça et si vous faites ça, c'est bien. Si vous le faites pas, vous allez vous faire déchirer et il y a écrit, par exemple, la série ISO 27000. Donc quand on me dit aujourd'hui qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire sur NIS V1, ça me fait rigoler. Déjà, c'est écrit comme ça et puis maintenant, je vais vous montrer comment c'est écrit en dur dans NIS V2. D'accord? C'est l'article 21.2. Voilà. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Alors, ne le lisez pas, c'est illisible. C'est mélangé n'importe comment, il n'y a pas d'ordre. Moi, j'ai mis des numéros avec des pros de la cyber, parce que tout ça, je n'ai pas inventé, et je vais vous expliquer des trucs. Je vous le livre juste pour le plaisir, au petit H. Donc, il faut que vous mettiez en place, vous, entité régulée, hein, vous, prestataires de services de cyber, MSSP, machin, des politiques et des procédures relatives à l'utilisation de la crypto et le cas échéant du chiffrement, hein. Des fois que ce ne soit pas la même chose, on ne sait jamais. Et ben, il y en a dans Dora, il y en a dans NIS2. À un moment, on ne sait pas qui a écrit ça. Bon, maintenant qu'on a rigolé, on va passer au sérieux. Voilà, donc ce que je vais vous montrer, c'est entièrement validé avec mes partenaires de CyberZen. Eux, ils font voilà, RSSI as a service, de l'audit, ils font de l'analyse de risque, de l'accompagnement. Donc, je suis très balèze, hein, surtout pour faire des slides, mais à un moment, on va aller dans le dur et ils m'ont tout validé, gouvernance, orga, fonctionnel, technique. OK, on y va. Je vous le fais en rapide, hein. Je vous rappelle, vous avez toutes mes slides en ligne déjà sur le site. Bon, on va faire dans le logique. Vous allez voir, hein, si vous êtes un peu ISO 27001, vous allez dire bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Parce que NIS2, c'est que ça. On commence par son analyse de risque. Voilà. Qu'on soit prestataire de services de sécurité gérés, qu'on soit dans l'électricité, le gaz, le traitement des eaux usées, bah, si je fais de la collecte des eaux usées et que ça se répand partout, bah, ça va polluer. Bon, enfin, de là, vous faites une PSSI. Voilà. C'est écrit dans NIS2, donc ça n'est pas la peine de se poser la question. Le plan, il est là. Vous allez voir, hein, c'est que ça. 3, bah, il faut former au risque cyber. Alors, dans les banques et les assurances, ça a un peu de mal à monter au cerveau, sauf quand vous leur dites que le pognon va disparaître. Là, ils comprennent tout de suite. Donc, il faut former, et ça va du top management, hein, de manière documentée, les signatures de feuilles de présence. Bon, les quiz pour le président d'une société de 15 000 personnes, moi, j'ai pas osé, hein, mais peut-être qu'on va finir par faire ça. Et la mise en place de mesures d'hygiène de numérique pour tout le monde. Voilà, dès que vous êtes user d'un système d'information, même si vous n'êtes pas admin, ben, les règles d'hygiène, de sécurité, on sépare le pro, du perso, faut avoir un VPN non débrayable, enfin bon, tout le truc habituel. Mais que ça rentre un minimum au cerveau de tout le monde parce qu'on voit bien que, bah, le problème, il est souvent entre le clavier et la chaise. Voilà, une fois qu'on a dit ça, j'ai gagné 10 points au pipeau bingo de celui qui a l'air de s'y connaître. J'insiste pas. Et on va poursuivre, et vous allez voir, bah, la terreur, c'est les supply chain attacks. Je vous en toucherai un mot à la fin. Bah, dès que je vais faire un contrat, dès que j'ai un prestataire sous-traitant, pas au hasard, hein, de sécurité, de service de sécurité géré, bah, faut que lui, il mette les choses en place et s'il n'est pas entité NIS V2, ce prestataire, mais c'est pas grave. Il va falloir que je le mette au carré, qu'il déploie un minimum de mesures de sécurité. Je vous montrerai comment ça s'audite et puis il faut le refléter dans les contrats. Voilà. Donc ça veut dire des plans d'assurance, sécurité auditables, hein. Ça veut dire pas des tableaux Excel de 600 lignes avec, on ne sait pas d'où ça vient. «Ah, c'est le service compliance qui nous l'a dit». Non, on va arrêter, hein. On va faire des trucs auditables avec, base ISO, base, Secnum Cloud, base, voilà, avec un nouveau référentiel pour les professionnels de la défense qui s'appelle comment il s'appelle? Le RMC, le référentiel de maturité cyber. C'est 21 points. Bon, ben, on va déployer et on va faire signer des vraies chartes. Surtout pour les admins, hein. Bon, les users, on va essayer un peu, mais pour les admins, on y va parce que si l'admin, il a fait n'importe quoi, ben, l'admin, faut le virer. Il n'a pas respecté la charte, ben, on va le virer et puis tant qu'on ne le fera pas, ça marchera jamais.
Voilà, et moi je fais ça aujourd'hui. Alors vous partez du niveau 1, du niveau 2, ISO 27001, et qu'on déploie le 27001 version 2013 ou 2022, ça change rien, hein. On fait et maintenant on attend, le niveau 3, quoi. On attend de savoir si l'ANSSI va exiger des choses en plus, et ça aujourd'hui on ne sait pas. Puisque dans, la directive NIS V1, il y avait des règles de sécurité, il y en avait, 23, bon c'était un cauchemar. Donc c'est ça qu'il faut faire. Voilà, il faut faire de la sécu et auditable, techniquement et juridiquement. Retenez ce message. Voilà ce que moi je fais, hein, en clair, hein. J'ai pris Secnum Cloud, qui était le plus compliqué, le plus long, puis ensuite j'ai remonté tous les autres. J'ai fait HDS V1, ISO, hygiène, là je viens de me faire le référentiel de la défense, je suis en train de faire le référentiel des avocats pour voir si je suis conforme. Et je ne vous donnerai pas ma réponse. C'est plutôt pas mal, mais ce n'est pas encore la totale. C'est ça qu'on va vous demander de justifier. C'est-à-dire que dans vos offres commerciales, il faudra, vous les pros, il va falloir qu'il y ait ça, d'accord? Il va falloir que ce soit auditable. Donc moi, je développe ça, puis je mets, ça, tu vois, c'est la mesure d'hygiène 23 du guide machin. Ça, c'est la mesure ISO, c'est le point 114 du. Il va falloir faire ça. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, vous pouvez dire, la crypto, on ne gère pas de crypto, non applicable. OK. Ça vaudra déclaration d'applicabilité pour ceux qui s'intéressent à ISO. J'insiste pas, je poursuis un peu en cravachant parce que le temps tourne. Qu'est-ce qu'on va vous dire de faire? Alors là, c'est un truc qui a l'air de poser problème, c'est la gestion des actifs. Alors, quand on est des pros de la sécurité gérée, on a très bien compris, hein, sauf qu'en DORA, dans le texte, c'est écrit plus clairement. Donc là, on prend du vocabulaire DORA. L'actif de TIC, c'est matériel et logiciel. Donc ça veut dire inventaire, cartographie des flux derrière, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la partie active de TIC. Bon, on va garder le terme. Et l'autre partie, c'est l'actif informationnel. C'est quoi? C'est la data qui est traitée par les matériels et les logiciels. Voilà. Et dans NIS 2, c'est juste marqué, il faut gérer les actifs. Ça veut dire ça. Faire sa carto, faire son identification. Voilà. Et puis, les données, ça, c'est très sensible, ça, c'est moins sensible. Bon, va falloir faire le job. Pour tout le monde. Dans 11 mois. Je n'insiste pas. Bon, là, je pense que si vous êtes des pros de la cyber, là, vous allez tout de suite voir, vous dites: «Ah tiens, c'est enfin dans la loi». C'est les 2 gros piliers, c'est, contrôle d'accès. Je pense que Christophe Cordes, sera content de le lire. Contrôle d'accès, c'est quoi? Le moindre privilège, par exemple, le besoin d'en connaître, et puis on va faire du double facteur d'authentification. Je vous livre, ma petite anecdote, il y a 3 semaines. J'étais, en négociation difficile avec un DPO de compétition, et à un moment, il s'énerve dans les mesures de sécurité. Il exige un double facteur d'authentification. Alors, comme il avait l'air d'être, bas de plafond, mais bien prétentieux, je lui ai dit: «Excusez-moi, c'est quoi pour vous le double facteur d'authentification?» Je vous promets que l'anecdote est vraie. Il m'a répondu: «Je veux un login, mais je veux aussi un password. Comme ça, j'ai mes 2 facteurs d'authentification». Je vous jure, l'histoire est vraie. C'est tellement énorme, je ne l'ai pas inventé. Bon, on va faire du 2FA tout court, hein, déjà au moins pour les admins, mais maintenant, faudra faire du fichier log derrière, pour tout le monde, droit d'accès, c'est la CNIL qui l'impose, faut y aller, faut pas hésiter. Et j'avance parce que le temps tourne. Vous voyez ce qu'on vous demande dans les mesures de gestion du risque cyber, hein, donc c'est les mesures techniques. C'est un peu long à écrire. Backup, politique de backup, et puis on l'écrit, et puis on le teste, et puis on voit si ça marche. Parce que moi, ça m'est arrivé, hein, j'avais un backup, c'était magnifique, hein. J'ai voulu remonter un dossier, aux abonnés absents, j'ai appelé mon prestataire, je lui ai dit qu'il prenne sa pelle et son râteau et qu'on recommence. Bon, j'ai un système qui marche un peu mieux maintenant. Et puis, quand on est un peu structuré, on a un PCA, un PRA. C'est chiant à écrire, hein. J'écris beaucoup ce genre de doc. C'est obligatoire. Et voilà. Voyez, on continue. Là, on est à 9, déjà, 9 sur 15. On va faire du chiffrement, quoi. On va mettre du VPN non débrayable. Je veux dire, un user d'une entreprise qui se connecte à distance parce que télétravail, dans une entité essentielle, s'il n'utilise pas un VPN, avec un vrai tunnel, IPsec, c'est très chic de le dire comme ça, parce que j'ai été lire un peu la doc de l'ANSSI, et si c'est débrayable, ça sert à rien. Donc, on fait le job jusqu'au bout. Donc, on sécurise, les accès réseau, et on s'authentifie, et après, on fait la litanie habituelle. Bref. Bon, là, c'est la slide, je vous la montre, elle est très jolie.
je suis avocat, je sais que je suis menteur, hein, avec une capacité à mentir très au-delà de la moyenne, mais sur le chiffrement, je me fais discret, mais il faut gérer la crypto, hein. C'est marqué qu'il faut gérer la crypto, donc gérez votre crypto. Et je vous ai mis les deux là, hein, quand ils vous disent la crypto, y compris le chiffrement. Bon, je vous ai fait un petit picto sympa, mais voilà, je n'ai rien de plus à dire. Donc vous vous en occupez. Ensuite, alors là, par contre, ça rigole moins. Dans les mesures de gestion cyber, dans NIS 2, c'est écrit: «Il faut faire des tests de gestion des risques». Point barre. Donc c'est pas très clair. Tandis que dans DORA, qui est donc le dérivé sectoriel, il est dit: «Il faut faire des tests de résilience opérationnelle». Et là, dans DORA, dans la liste des tests, on va le dire en clair, c'est 3 choses. Un, c'est vous déployez bien sûr un antivirus, ça s'appelle la détection des malwares, OK? 2, vous déployez une détection des vulnérabilités, surtout si vous opérez du site web, mais votre système d'information exposé, il y a des pros qui font ça très bien, OK? Maintenant, c'est l'état de l'art. Voilà, donc c'est obligatoire. Et puis le troisième, ça va être le pen test. Bon, enfin, le pen test, alors soit vous avez un gros site web, avec un gros risque, bah, vous prenez des pen testeurs velus, ça va vous coûter cher, mais vous aurez un super résultat. Moi, j'ai des clients qui font ça, c'est saisissant. Mais je veux dire, le pen test d'une demi-heure tous les 3 ans, c'est plus l'état de l'art, hein. Donc maintenant, il va falloir s'y mettre. Mais détection des malwares, détection des vulnérabilités. Voilà. Vous faites ça déjà, documenté, avec des pros. Oui, ça va coûter des sous et de l'organisation, mais c'est. Excusez-moi. Ah, j'ai mon truc qui sonne. Ah, excusez-moi, ce machin qui sonne. Bref. 12. Ré Donc c'est, développement et maintenance sécurisée. Alors, ne me demandez pas concrètement ce que ça veut dire. Quand vous faites du Sectum Cloud, vous êtes censé justifier que vous faites du dev sécurisé. Bon, alors, si vous faites du web, ça va être de l'OWASP, très bien. Mais après ça, une méthode de développement sécurisé, moi, j'en connais pas. Et ça va être compliqué, mais globalement, il va falloir justifier qu'on ne fait pas tout développer à l'arrache, qu'on met en prod et qu'ensuite on voit si ça se passe bien. Il va falloir mettre en place des process dès qu'on va être entité régulée. Voilà. Et chez un peu des prestataires critiques, je ne rentrerai pas dans les détails. Là non plus, le process de divulgation des vulnes et de la gestion des incidents, bon, c'est déjà assez détaillé. Enfin, je ne vais pas vous faire l'article. Ça va être très structuré dans NIS 2. Ça va être dans la loi de transpo. Globalement, il faudra tout remonter à l'ANSSI, qui va tout remonter à l'ENISA, qui va monter une base de données géante, qui va permettre de faire redescendre les infos au profit du CERT national, probablement des CERT régionaux ou des CERT sectoriels. Ça va être assez processé. Soit l'Union européenne met de l'argent sur la table et l'ENISA devient le concurrent du NIST et on va pouvoir bosser parce qu'à terme, on va avoir un scoring, comme on va avoir la base de données européenne des vulnérabilités, on va avoir un système de scoring qui va sortir derrière. Donc, à terme, je ne sais pas quand, on va abandonner le CVSS 3 et 4, puisqu'il vient de sortir, et on va avoir un système européen. Donc ça va prendre du temps, donc on ne va pas se poignarder avec des saucisses tout de suite. Ça va venir, et ça, c'est le boulot des États et du CERT. Donc je pense que l'ANSSI sont en train de bosser. Je n'ai pas d'infos là-dessus, mais ça va être une partie de leur rôle majeur. Le point 15, j'insiste pas parce qu'il me reste juste 5 minutes. Gestion de risque de crise cyber, hein. Alors là, on ne parle pas de la remontée des incidents. C'est vraiment, il y a un guide de l'ANSSI là-dessus qui est assez détaillé. Il y a des prestataires maintenant qui commencent à faire des exercices de crise. Ben, le jour où vous avez un incident de sécurité un peu majeur, hein, sans prendre le ransomware qui se promène sur les réseaux n'importe comment, ben, faut avoir un petit guide pour savoir qui prévenir, comment faire. Parce que la boucle WhatsApp montée à l'arrache le vendredi soir à 23h, si vous faites un peu de réponse à incident ou vous êtes dans ce milieu-là, vous voyez ce que je veux dire. On va arrêter ça, on va passer sur du all vide, on va faire des choses un peu sérieuses. Il faut avoir un plan. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Ma conclusion sur cette partie technique, vous voyez, j'arrête, hein, si vous êtes dans la cyber, que vous connaissez un peu, bah, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Il y a des trucs un peu velus. Globalement, tout de suite, la première idée, c'est de déployer de l'ISO 27001, sans forcément demander une certif, mais vous déployez de manière documentée. Bah, qu'est-ce que veut l'ANSSI? L'ANSSI, leur boulot, c'est pas d'aller sanctionner, hein, ils ont autre chose à faire, c'est de voir que tout le monde s'y met. Bah, si vous documentez le jour où l'ANSSI débarque, c'est pas pour tout de suite, vous documentez, vous montrez que vous êtes en train de déployer, ben, SMSI, ben, on va pas dire que vous êtes mauvais, que vous avez rien fait, quoi.
Mais à un moment, il faut s'y mettre. Et puis quand vous aurez le temps, les moyens, faites-vous certifier, pourquoi pas. Mais si vous avez tout bien fait et que vous écrivez ce que vous faites et que vous faites ce que vous avez écrit, bah, la certification, ce sera pas mal, mais ça apportera pas grand-chose. Je m'arrête sur la partie technique et sur les 5 minutes qui me restent, je vous fais le focus prestataire, IT et vous allez voir comment c'est écrit dans NIS 2. Et après, je réponds à toutes vos questions. Et là, j'ai plus beaucoup de slides. Il m'en reste, allez, même 5-6. Là, on peut les lire, hein, parce qu'une fois que c'est écrit comme ça dans NIS 2, ça va être obligatoirement comme ça dans la loi de transpo. Donc, c'est le problème de la supply chain. Voilà. C'est la terreur de l'Union européenne, parce qu'ils ont compris, hein, le château fort qui s'est protégé, les grands machins, très bien. Donc, on va passer par la supply chain pour aller poutrer tout le monde, pour le dire en clair. Donc, les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées, je vous passe les détails, ok, comprennent au moins la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la sécurité concernant les relations entre chaque entité et ses fournisseurs ou prestataires de services directs. Alors, il y a ceux qui seront importants, puis il y a ceux qui seront essentiels. Voilà. Et si moi, je suis entité régulée et que j'ai déployé tout ça et que j'ai un prestataire direct qui me fait mon hébergement, mon prestataire direct, je vais lui demander la même chose en termes de sécurité. C'est ça que ça veut dire l'article. C'est toujours l'article 21.2 hein, de NIS 2. Il faut aller jusque-là pour arriver à comprendre ce qu'ils disent. Première. Mais qui sont ces prestataires IT fournisseurs? C'est en noir là. Regardez, j'ai cite dans les considérants. Ce sont les fournisseurs de stockage. Bonjour, Abi Data Center. Les fournisseurs de traitement de données. Traitement de données, c'est tous les services SaaS. Tous. Quel que soit l'objet du service SaaS. Ah, en petit 3, les fournisseurs de services de sécurité gérée. D'accord? Alors, je vous ai mis EDR, SOC, il y en a plein, c'était juste pour donner une illusion. Petit 4, les éditeurs de logiciels. Ça veut dire que vous êtes un prestataire et vous faites du on-prem dans une entité régulée, il va falloir déployer un paquet de mesures de sécurité parce que si votre logiciel, il est troué, que vous soyez en mode SaaS ou que vous soyez on-prem, le résultat va être le même. Donc, voilà, gna, 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 qui pourra exploiter les vulnérabilités touchant les produits ou les services de tiers. D'accord? Donc, qui est visé? 2 points. Tout le monde. À un moment, il ne faut pas rêver. Ne me demandez pas si c'est écrit dans les livres, comment ça va prendre, pendant combien de temps. Ça, je ne suis pas Madame Soleil. Mais à un moment, moi, juriste, je lis qui sont les fournisseurs IT impactés. C'est tout le monde. Je poursuis cette litanie délicieuse. Là, il faut aller voir un peu dans les considérants quand même. Gna, gna, gna. Dans les accords conclus, d'accord, devrait être en cours. Voilà, c'est écrit comme ça. Les entités devraient être encouragées à intégrer les mesures de gestion dans les accords contractuels. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas à l'état de l'art. Donc, ça ne veut pas dire devrait, ça veut dire c'est ça qu'il faut faire. Et si vous ne le faites pas, les autorités de contrôle vont dire ah, voyez, c'est marqué, vous devriez, mais ça veut dire qu'il fallait le faire, vous ne l'avez pas fait, vous êtes négligent dans vos contrats. Bon, si vous avez déployé en réalité les mesures de sécurité et que vous avez oublié de tout dire dans le contrat, c'est bon, c'est le résultat qui compte, c'est la sécurité, mais enfin, potentiellement, ça ne va pas bien se passer. La dernière, là, le message que j'essaie de vous faire passer, c'est voilà, on va revenir aux procédures de développement sécurisé. Moi, c'est le truc qui m'a le plus surpris. Je bosse avec des tas de professionnels. Les entités tiennent compte des vulnérabilités propres à chaque prestataire, gna, 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 leurs pratiques de cyber, y compris donc tenir compte des procédures de développement sécurisé. Ce qui veut dire que dans le choix de vos prestataires, quand vous êtes une entité régulée, si vous voyez qu'il y en a un qui fait du dev sécurisé, qui vous l'écrit, qui vous le garantit, et puis que vous auditez que c'est un peu vrai, ou que vous avez un autre qui vous jure sur la tête de Jean-Claude Van Damme, mais que c'est pas vrai, moi je serais à votre place, j'irais demander dès maintenant, avez-vous en place une procédure de développement sécurisé? Dans les appels d'offres, ça ne fera pas un pli. Moi, je suis en train de m'occuper de prestataires sur Dora. C'est à peu près la même chose dans Dora. Donc, à un moment, il faut y aller. Ah oui, j'ai relu ça. Alors, c'est la dernière mauvaise nouvelle du jour. C'est que, c'est ce que dit l'ANSSI, c'est pas très bien écrit dans NIS 2. L'Union européenne, des fois que on n'est pas lu, on a lu NIS 2. Déjà, vous voyez la tartine, NIS 2, c'est 150 pages avec les renvois qui marchent un peu.
pour l'ANSSI, il y aurait certains professionnels qui vont prendre en plus un règlement d'exécution de Bruxelles. Alors, un règlement d'exécution, c'est comme un décret. C'est-à-dire que ça passe pas par la voie législative, hein, donc c'est pas le Parlement européen, c'est pas le Parlement français, c'est directement un décret pondu par le service de la Commission. Et il semblerait que pour les acteurs du numérique, alors c'est là où c'est pas très très clair, est-ce que ça concerne les IXP? Parce qu'ils sont pas concernés, on voit pas pourquoi, mais tout ce qui est le DNS, l'informatique en nuage, machin, et dedans, bah, il y aurait les services de sécurité gérés. Place de marché en ligne, moteur de recherche en ligne. C'est vrai qu'il y en a tellement en Europe, on se demande qui ça va être. Les plateformes de réseaux sociaux, pareil, on a le même problème. Tout ça pour dire quoi? C'est que potentiellement, et ça, il faudrait que j'aille vraiment relire le détail, ça sort du truc de l'ANSSI, on pourrait prendre des mesures techniques ou du détail qui seraient produits en direct par Bruxelles, d'application directe pour tout le monde. Hein, parce qu'aujourd'hui, les directives sont tellement détaillées qu'on va faire une loi de transpo qui va être en fait des copier-coller au sens propre du terme, hein, de ce qui est marqué dans la directive, qui va être mis dans la loi nationale. Et ben, si on a un règlement d'exécution de Bruxelles, notamment, bon, vous voyez, bon, les CDN, bah oui, ils sont centraux, les services de centre de données. Si c'est ça pour les prestataires de services de sécurité gérés, ben, on va attendre, hein, on va voir, j'irai me documenter, je vous dirai, dès que je sais, je vous le dirai. Voilà. J'ai respecté mon temps de parole. Pardon d'avoir été peut-être un peu vite. Donc, toutes mes slides sont en ligne. Maintenant, je réponds à toutes vos questions. Je quitte juste le mode plein écran pour vous voir ou voir vos questions et vous avez tout ça. Voilà. D'abord, merci Marc-Antoine pour tout cet éclairage, voilà, bien utile. Alors, qui se lance? Aurélie, puisque je n'ai pas vu. Il y avait quelques questions, mais qui étaient plutôt pratiques concernant la récupération des informations, mais on a eu la réponse dans le fil. Donc, eh bien, on vous écoute. Aurélie? Il y a un bras levé. On ne vous entend pas. Alors, attendez, j'ai décroché votre micro, mais eh ben, dis donc. Vous n'arrivez pas à le décocher de votre Jean-Charles, côté? c'est Pascal, je sais. Ouais. Jean-Charles, c'est Pascal, je ne sais pas si on m'entend, mais sinon j'ai une question. Bah, vas-y. On vous entend. Oui, bonjour. Pascal Gaden, Société Allemande. En fait, en vous écoutant, j'ai un peu l'impression d'entendre ce qui a été fait au regard de la loi anticorruption qui s'est imposée aux entreprises de plus de 500 salariés après 2017 et qui finalement n'a jamais vraiment été appliquée. Est-ce que là encore, on n'a pas un cadre juridique extrêmement restrictif? Ma question est volontairement provocatrice. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas un cadre juridique volontairement restrictif et qui sera finalement pas ou très peu appliqué, sauf à de très grandes entreprises, faute de moyens humains? Alors, non, mais votre remarque, elle est bien sûr pertinente parce que c'est beau sur le papier. Maintenant, on va voir comment ça marche. Alors, je vous donne mon interprétation et d'après tout ce que je lis, j'écoute, j'entends, bref. Si l'Union européenne n'impose pas une loi avec des objectifs élevés en termes de cyber, mouvement naturel, il ne se passera rien. Les avocats en étant l'exemple type. Si on ne nous impose pas un truc de force, on ne le fera jamais. OK? Parce qu'on est plus intelligent que les nôtres, c'est bien connu, que les autres. Maintenant, calendrier. Si je dis il faut faire de la cyber et qu'il n'y a pas de calendrier, ben, il ne se passera rien non plus. Donc, le calendrier, on dit 24 mois. On sait que 24 mois, c'est illusoire. D'accord? Puisque je vous ai montré, hein, c'est l'ANSSI qui le dit, ben, une fois que tu es désigné ou autodésigné, tu as 1 an, 2 ans, machin. Très bien. Le but, c'est quoi au final? C'est qu'à un moment, les prestataires, ça s'appelle essentiel ou important. On va garder juste essentiel. OK, on a la loi sur les OIV en France. Là, l'Union européenne nous fait les entités essentielles. Essentiel, c'est que ça commence à être un peu grave, quoi. Si l'ANSSI, c'est ce qui est en train de se passer, détecte qu'il y a une petite boîte où ils sont 15 salariés, mais qui rendent un service vital, essentiel, critique pour la France ou un grand nombre d'opérateurs, voire sur plusieurs pays de l'UE, bah ils sont peut-être que 15, mais si eux, ils tombent, c'est un énorme problème.
l'exemple du DNS, ça, OK, tout le monde voit bien, il y a pas beaucoup d'acteurs, mais il y a peut-être des secteurs, très critiques, par exemple, je sais pas moi, dans l'aéronautique, 2 petites boîtes qui font du boulon machin, leur prod s'arrête, plus de maintenance, les avions décollent plus. Enfin, je veux dire, à un moment, mettons un peu de bon sens sur la réalité des mots. Si on fait pas ce job-là, je me fais le porte-parole je veux dire, je suis aussi un citoyen de ce pays. Si on fait pas cet effort sur les entités, essentielles, je veux dire, on va avoir ce que Monsieur Strubel, DG d'Annecy, appelle le big one. Ok, il l'a dit aux assises de la Sécu. Il nous a dit notre terreur, c'est le big one. C'est l'énorme incident de sécurité. Ben, je sais pas moi, le réseau électrique en France qui tombe. Ok, plus d'électricité en France pendant même 24 heures. J'ai pas envie d'essayer, hein. Moi, j'ai passé l'âge d'aller faire du camping dans les bois avec une lampe frontale. C'est bon, hein, j'ai donné beaucoup. On va essayer de se passer de ça. Alors, il y a 2 manières de faire. Soit les Américains, eux, quand ils passent des lois comme ça, il y a tout d'un coup annoncé en même temps une enveloppe de 100 milliards de dollars. OK? Et on nourrit tout le monde et on met tout le monde au garde-à-vous. L'Europe, malheureusement, ils font pas ça. L'Europe, à un moment, ils attendent texte très documenté, bien pensé par des professionnels, machin. OK, très bien. Et le pognon n'arrive pas. Mais si on le fait pas, on va avoir quoi? On va avoir, je sais pas, des data centers qui vont tomber en domino. Bien sûr que j'exagère le propos, mais on va avoir les hôpitaux qui subissent, tout ce qu'on voit depuis 3-4 ans, les vagues de ransomware ou voilà, moi, j'ai beaucoup suivi le problème qui s'est passé à Brest. Bah, à Brest, ils avaient un peu réfléchi. Brest, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient un mode dégradé, hein, et quand ils ont pris la décision de couper le CHU, 11 000 équivalents temps plein, hein, en salariés, je ne sais plus combien de milliers de lits, ben, ils sont passés en mode dégradé, hein. Ils fonctionnaient en interne, ils ont eu des petits problèmes à droite à gauche, mais ils fonctionnaient. Mais c'est ça qu'on demande aujourd'hui, c'est que d'avoir un minimum de sécurité, qu'on arrête de faire n'importe quoi. Alors, c'est lourd, c'est dur, ça va être long, mais à un moment, va se poser le problème des sanctions. Et je n'avais pas eu le temps de vous le dire dans les slides, je vous le dis maintenant. Le problème de l'ANSSI, c'est qu'ils ne savent pas sanctionner. Ils ne l'ont jamais fait. Avant l'ANSSI, sur les OIV, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il fallait que l'OIV ils aient un coup de cachet parce qu'ils étaient conformes. Donc l'ANSSI faisait faire le job, ça marchandait un peu, ce que je trouve plutôt pas sympathique, mais raisonnable, concret. Et puis à un moment, ils disaient, allez, ok, c'est bon, poum, t'es agréé OIV, tu peux rouler. Là, dans un système où on va passer de 300 à 10 000, ils ne savent même pas très bien combien, va falloir faire autrement. Faire autrement, ça veut dire trouver un système de certification, des certificateurs de certifiés, j'en sais rien. Ça va être de l'ISO, hein, à un moment, je ne pense pas qu'on réinvente la roue. Mais derrière, il va falloir que l'ANSSI soit doté d'un pouvoir de sanction, un vrai. Parce que, comme pour la CNIL, on en prend un, on le massacre, on publie, on fait des coups de trompette et on se dit, bah, ça va foutre la trouille aux autres et ils vont bouger. Donc, ça va marcher comme ça. Aujourd'hui, l'ANSSI, ils le savent, ils n'ont pas juridiquement le pouvoir de sanction. Voilà, ils ne l'ont jamais eu. Là, maintenant, ils ont bien compris qu'ils ne l'avaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? À un moment, ce n'est pas compliqué, hein. Je prends le règlement intérieur de la CNIL, je prends le décret de la CNIL, je mets copier-coller, je mets ANSSI au lieu de mettre CNIL, je m'organise et je fais une cellule de 10 personnes qui vont faire les enquêtes, machin, qui va transférer à une autre cellule qui, elle, sera chargée des poursuites et du jugement, et j'ai le droit de sanctionner. Parce qu'à coût de 2% du chiffre d'affaires, celui sur lequel ça va tomber, à mon avis, il va faire la gueule. Et quand l'ANSSI va y aller et qu'un jour, ils vont faire un exemple, parce que sinon, il ne se passera jamais rien, comme toujours, ce jour-là, il va y avoir du sang sur les murs. Et puis l'ANSSI, comme ils n'ont pas de culture du contentieux, au sens où nous, avocats, bah, mes 5 premières années, j'ai fait que du contentieux, hein, c'est-à-dire la procédure judiciaire, des plaidoiries. Je peux vous dire que les arguments, je peux vous en inventer, hein. Donc, je suis assez rodé à ça. L'ANSSI, ils ne sont pas rodés à ça. Donc l'ANSSI, ils n'ont aucun intérêt à les sanctionner, mais donc ils vont pousser tout le monde à faire le job. Bah, ils vont accompagner beaucoup, donc on relaye, on pousse, tous, vous les pros, nous, les pros du conseil, les prestataires de services de sécurité gérés, moi juriste avec les annexes, machin, on pousse, et puis à un moment, bah, un jour l'ANSSI vont s'énerver. Je ne veux pas être celui sur qui ça va tomber. J'ai pas de meilleure réponse. Mais s'il se passe rien, on va avoir un problème, national, voire européen, quoi. C'est l'effet domino qui est la terreur. Et si on passe par si c'est des prestataires, enfin, je veux dire, l'écoulement des eaux usées, le jour où on n'a plus d'écoulement des eaux usées, ça va vite devenir un cloaque, hein, ce beau pays, hein. Et ça va faire rire personne. Et c'est les maladies qui arrivent, c'est du sérieux, quoi. C'est essentiel. Donc il va falloir que ça prenne. Mais ça va pas se faire au 24, au 18 octobre 2024,
on ne sera pas au garde à vous. Même sur la LPM 2023, l'ANSSI, ils ont annoncé qu'ils avaient 2-3 mois de retard. Enfin, ils se retrouvent avec des mastodontes législatifs, hein, où à un moment, même eux, ils ont besoin de s'organiser. Vous, les pros, les collectivités, nous, les juristes. Enfin, c'est un changement de paradigme quand même, hein, où tous, on se retrouve avec des trucs à gérer. Moi, les écritures, je commence à avoir des annexes qui sont contractuellement prêtes pour les entités régulées, mais c'est des annexes qui. Il y avait les annexes RGPD, c'était une bonne grosse tannée, hein, pour le dire en clair, hein. Voilà, c'était bien 15 pages, mais les annexes sécurité des systèmes d'information, quand vous êtes au niveau Sectum Cloud, c'est 70 pages, hein. Parce que il faut tout mentionner par écrit. Ben, moi, j'ai fait l'exercice sur ISO 27001 en attendant le plus de l'ANSSI, j'en suis à 25 pages avec les références auditables, hein, donc je n'ai pas inventé. De temps en temps, il y a oui, je prends, non, je ne prends pas, puis, et on va progresser, puis on va faire de l'analyse de risque, on va remonter au COMEX, on va dire bon, monsieur le président, maintenant, c'est pas je te demande 10 000, hein, tu m'en donnes 30, et moi, c'est si je repars avec ma pelle et mon râteau, je fais le job et tu veux plus entendre parler de moi, c'est fini ça. Donc, il va falloir faire monter ça au cerveau de tout le monde. Et puis, le budget, ce n'est pas 10 000 pour le RSSI, c'est toute l'organisation. Bah, tiens, on va nommer un délégué, un directeur général avec le suivi de la cyber, de l'analyse de risque, des budgets, de la formation. Ah oui, ça ne va plus faire rigoler personne, la sécurité, hein, parce qu'il va falloir la faire pour de vrai. Alors, Comment voulez-vous que ça marche sinon? La bonne nouvelle quand même, Marc-Antoine, si on regarde bien, c'est ce qui ressort de ton intervention, c'est qu'on est là quand même pour inciter les gens à aller vers l'ISO 27001, qui est quand même une norme de référence qui est quand même vertueuse. Bon, la difficulté, ben, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance de cette exigence et de cette norme. C'est ça le sujet. Mais on voit bien et on imagine bien finalement au travers de tout ce que tu nous as expliqué que le sujet va se présenter au moment des contractualisations. Parce que finalement, quand on regarde les supply chains, bah, si on n'est pas une entité essentielle ou une entité importante, mais que finalement on contribue à la supply chain d'une de ces entités, eh bien ça revient au même. Donc ça va être la montée en charge par capillarité finalement du respect de la norme ISO 27001. Ça va être le référentiel de base dans lequel il faudra arbitrer. Je veux dire, dans ISO 27001, il y a marqué un moment qu'il faut faire de la sécurité physique. Ok, le câblage, machin. Moi, j'ai un client qui m'a dit il va lancer son service là, normalement en janvier. Un truc assez révolutionnaire de détection des dépendances logicielles et d'analyse de vulnérabilité, machin. Donc, le truc va se lancer. Et lui, il me dit, mais moi, j'ai pas de bâtiment, moi. Moi, je travaille, j'ai tout est virtualisé. Son service, son système d'information, les accès, machin. Et ils sont 3 pour l'instant. Là, ils sont en train de recruter parce qu'ils vont déployer. Il me dit, mais moi, le câblage, je m'en fous, moi. Bon, je lui dis, tu prends la ligne 8, je vais essayer de vous la retrouver. Tu prends la ligne 8 machin du truc, puis tu dis non applicable. Mais au moins, tu as montré que tu avais une forme de. Voilà, je suis en train d'essayer de vous le remettre. Voilà, je mets juste un instant le grand écran. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ça. Mais à un moment, il y a un moment, il faut montrer qu'on fait quand même quelque chose. Je veux dire, la continuité d'activité, Oui, quand on est un oui. prestataire essentiel ou important, oui, il faut écrire un peu un pass. Enfin, on n'est pas obligé de faire de la grande littérature, hein. Moi, quand j'écris tous ces machins, c'est pas super drôle à lire, c'est pas drôle à écrire. À un moment, il faut aller dans le concret. Si c'est non applicable, mais vous mettez non applicable. On ne va pas vous condamner à être pendu parce que vous n'avez pas tout fait. La sécurité des ressources humaines, on n'est pas obligé d'être parano du début à la fin et d'aller faire des enquêtes sur tout le monde, mais on fait un peu gaffe. Au moins, on Je pense a que, une méthode et on peut déployer de méthode. Voilà, ouais, je pense c'est qu'il ça le message. oui, il y a un message fort aussi, c'est celui qui ressort de ton intervention, c'est celui de la documentation. Parce que beaucoup d'actions sont menées, et je pense que, mais pas toujours documentées. Voilà. Et donc ça, c'est important, je pense, pour l'ensemble des acteurs, de bien documenter les mesures de sécurité. On a parlé au départ, et c'est normal, hein, de la cartographie, de l'identification de son périmètre, ça démarre par là, la documentation, hein, de tout son périmètre de SI, mais la documentation aussi de toutes les mesures de sécurité. Donc ça, je pense que c'est un message important à retenir. Deux questions tout de même. Est-ce qu'il est prévu, est-ce qu'on peut imaginer une campagne d'information plus vaste sur ce sujet?
Parce que finalement, la question qui peut se poser, c'est si on est identifié, en tout cas, si on nous impose d'être un organisme régulé, c'est plus simple, entre guillemets. Mais si on devrait l'être et qu'on ne le sait pas ou qu'on n'est pas identifié comme tel, c'est un peu plus compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut quand même amener l'information vers les entités considérées. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, moi qui ne le suis pas, mais c'est pas grave. Ça dépend. Et en fait, le problème, c'est que l'organisation aujourd'hui de l'ANSSI est sectorielle. OK? Donc il y a 2 secteurs dont on sait il y a 2 secteurs, sur les 18 tiens, je vais vous remettre la liste si je la retrouve. Il y a 2 secteurs qui ne sont pas pourvus, par l'ANSSI. Donc ils n'ont pas de délégué sectoriel en ce moment. Donc c'est un problème d'information et de communication. Je veux dire, quand vous êtes dans le secteur où il n'y a pas le délégué sectoriel, vous attendez quoi? Vous attendez, tandis qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus rodés, où ça va bien se passer. Et aujourd'hui, moi, j'ai du mal à vous répondre parce que ça marche par secteur. C'est comme ça que ça a été organisé. Voilà, les 18 secteurs, il y a 18. Donc, ceux qui sont pourvus, si vous avez un délégué sectoriel de l'ANSSI qui se bouge un peu, vous allez vite avoir des nouvelles. Et puis, quand vous êtes, voilà, c'est le fameux problème des denrées alimentaires. Quand vous êtes là et qu'il n'y a pas de délégué sectoriel, vous affirmez que vous n'êtes pas concerné. Comme ça, vous gagnez du temps, vous allez plus vite. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui va s'énerver, qui va dire allez, tu me prends la liste des plus gros, là, tous ceux qui nous ont appelés ou qui ont écrit en disant qu'on nous, on n'est pas concernés, eux, tu leur envoies tout de suite une lettre recommandée et tu leur dis qu'ils sont désignés. Et qui va aller faire du contentieux contre la désignation par l'ANSSI? OK? Celui qui fait ça, je lui souhaite bon courage parce que alors lui, c'est le premier qui va se faire contrôler. Je veux dire, faut arrêter on va pas pousser mémé dans les orties quand même, hein? On va se tenir bien. Donc, soit vous réalisez, alors il faut essayer de prendre contact sectoriel avec l'ANSSI, machin, qui ne peut pas répondre à tout le monde. Donc les syndicats professionnels, c'est pas mal, machin. Enfin, il y en a qui m'appellent maintenant pour me demander comment ils peuvent faire. Bon. Et puis, soit vous attendez, soit vous prenez les rênes et vous dites, c'est vrai que quand même, je sais pas moi, les supermarchés d'une ville comme Bergerac, je connais un peu la Dordogne, il y en a 2 dans Bergerac. Moi, je dis que Bergerac, il n'y a plus l'Intermarché, il n'y a plus le Carrefour ou il n'y a plus le machin. Excusez-moi, hein, vous êtes franchement peut-être au niveau régional, mais vous avez une centrale d'achat nationale pour acheter et que ça vous coûte moins cher. Bon, venez pas nous dire que vous n'êtes pas critique ou essentiel ou vital pour le fonctionnement de nos sociétés. Donc, on peut mettre la tête dans le sable, c'est une politique. Moi, j'aime pas trop, hein, la tête dans le sable, après ça gratte, puis en plus on en a plein les narines, moi je trouve pas que ce soit une bonne méthode. À un moment, il faut affronter la réalité, ça vient. Donc on s'y met maintenant, on y va dans le progressif, mais il faut faire un peu, quoi. Jean-Luc, tu as levé le bras, tu as une question? Oui, j'avais une petite question concernant une société logistique qui assure le transport de voitures et la préparation de voitures des usines vers des entrepôts. Est-ce que, selon vous, elle est concernée par cette annexe 1 ou annexe 2? Vous voyez, quand vous prenez, et je vous la remets en plein pot. Vous savez, à un moment, moi je suis qu'avocat quand même, hein, donc j'en sais, mais je vois fabrication médicale, informatique, électronique, optique, électrique, NCA, c'est non classé ailleurs, je crois que ça veut dire, ou automobile. Je dis, si je suis le transporteur numéro 1 en France de Renault, Peugeot, je sais pas quoi, il y a un moment, si moi je le suis pas, de toute façon, c'est Renault, Peugeot qui va me dire: «Écoute, tu es gentil, mais moi j'ai pris, Nice 2, donc toi tu vas te péter au carré aussi», parce qu'on est connectés ensemble. Vous voyez? Donc, si à un moment vous êtes pas en frontal, mais vous êtes le gros prestataire, du truc un peu important, voilà. Bon, est-ce qu'après il y aura une grève nationale si les voitures neuves sont pas livrées? C'est pas impossible. C'est pas impossible. J'en sais rien là. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a des usines qui emploient du monde avec de l'industrie lourde, moi, je dirais que c'est probablement assez rapidement secteur hautement critique ou autre secteur critique. Hein. Oui. Puis à un moment, vous voyez, gestion des déchets. Ah, mais je collecte que les poubelles sur les villes de moins de 1000 habitants, mais sur 3 départements. Pas le jour où les poubelles s'entassent. Hein, moi, je suis parisien. Je me souviens à chaque fois qu'il y a des grèves et que ça pue partout, qu'on voit les rats dans les rues. Je me dis que c'est peut-être essentiel quand même. Enfin, mettre un peu de bon sens là-dedans et arrêter la stratégie de contournement systématique qui dit moi j'attends qu'on me désigne et puis en plus je dirais je savais pas, je peux pas respecter les délais. Enfin, à un moment, faut avoir c'est une loi qui est politique
Nice V2, en ce sens où l'UE dit à tout le monde, mesdames, messieurs, il y a des trucs, c'est un peu important, quoi. Sans informatique, nos sociétés s'arrêtent. Donc, regardez-vous, demandez si vous êtes dedans. Oui, ça va vous prendre du temps. Oui, ça va vous coûter de l'argent. Oui, ça va vous demander des efforts. Enfin, si on attend que les acteurs majeurs meurent, enfin, là, pour une fois, c'est un peu prospective. Il y a un peu de prospective et un peu d'avenir. Il faut qu'on s'en soucie. Donc, je ne peux pas répondre en clair à votre question. Mais enfin, moi, à mon avis, c'est vite vos clients qui vont vous dire au fait, vous êtes ISO 27001. Si vous répondez non, c'est mal parti. Et là, vous allez entendre parce que nous, on est NIS 2. Hein, donc, si vous ne faites pas ça, on va changer de prestataire. Et dans les appels d'offres et dans les AFP, machin, on va l'avoir partout. Alors, Ok. on est vraiment dans une approche quand même aussi de sauvegarde des entreprises en les faisant grandir avec l'ISO 27001. On est bien d'accord avec ça. Une petite question, finalement, parce que si on regarde bien aujourd'hui avec les OIV, OSE, il y a des plans d'accompagnement, il y a des mesures particulières. Là, on a compris qu'on augmentait significativement le nombre d'organismes régulés. Est-ce que c'est un sujet les mesures financières d'accompagnement pour que les gens puissent passer à l'échelle, avant accélérer un petit peu, en tout cas inciter les gens à adopter ces mesures-là? Alors, je sais, pour l'instant, le truc n'est pas tout à fait public. Il y a un dispositif financé moitié par l'UE et moitié pour Paris par l'Île-de-France, mais je sais que c'est en train d'être déployé par région. Mais moi, ce que j'ai vu passer, c'est des petits dispositifs genre, on te fait un audit qui te coûte rien, mais qui nous prend du temps, machin, hein, et puis on essaie de te faire monter, puis on te propose des solutions. Si la réponse et les seuls efforts de l'ANSSI, c'est ça ne va pas aider grand monde. Franchement, hein, moi, j'y crois pas trop. J'ai assisté à des présentations, on m'a posé des questions, j'ai répondu. Je pense pas que ce soit ça. Si par contre, alors ça, c'est pas mon credo, mais de ce que j'ai pu dire, via France Relance ou ce que vous voulez, un dispositif où à un moment on dit, allez, ok, vous là, les 10 000, allez, on vous met un paquet d'oseille, on vous subventionne. Moi, je l'ai vu pour des gens qui passent en Secnum Cloud V3.2. Ok, il y a un moment, il y a l'État qui arrive et qui dit bon, nous, on a besoin d'un service comme celui que vous faites. Vous êtes trop en France, vous êtes vraiment français. On vous ouvre des crédits et là, c'est du gros argent. Hein, et on vous accompagne et on vous donne les moyens de. Donc, de deux choses, soit on rabiote et on offre des pseudo-services à coût de 1 500 € pas facturés, il ne va rien se passer. Soit à un moment, il y a une prise de conscience de l'ANSSI, parce que l'ANSSI, ils savent très bien, les premiers au courant de tout ça, c'est l'ANSSI quand même. Hein, ils voient très bien le truc. Soit à un moment, ils font un cocorico et il y a de l'argent qui arrive de quelque part, et là, tout le monde va s'y mettre, qu'il soit remboursable, ou j'en sais rien, ou de la subvention. Pardon, je crois que je ne fume pas assez. Et soit il y a un paquet d'oseille qui arrive et on va aider les gros opérateurs à faire parce que ça va pas, même contractuellement, hein, c'est pas des budgets à 500 € là, hein, écrire tout ça. Faut être clair, hein, si on veut que ça marche. Mais je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. Mais tant que l'ANSSI ne communique pas vis-à-vis des pros que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez que moi, avocat, j'en sache? Vous voyez? Donc, si à un moment, et je crois qu'il y a plusieurs entités qui ont dit à l'ANSSI, les gars, il faut communiquer un peu mieux, quoi. Si vous voulez que ça marche, il faudrait communiquer. Je ne peux pas vous dire que je l'ai dit à l'ANSSI, hein, même si je leur ai dit, mais je ne peux pas vous dire que je l'ai dit. Mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Moi, je ne peux pas servir de relais pour tout NIS 2 et vous appelez l'ANSSI de temps en temps, vous disent, ah bah non, on ne sait pas. Si eux, ils ne savent pas, moi, je ne sais pas non plus, quoi. Et l'ANSSI, là aussi, il faudrait qu'ils changent de méthode. Hein. C'est un truc qui leur est reproché depuis un moment, mais en même temps, il faut comprendre. L'ANSSI, c'était quoi? C'était les OIV, ok, le truc méga stratégique pour le gouvernement, enfin, notre République française. Donc, on passe de 300 à 10 000. C'est vrai, il faut changer de méthode, il faut changer de mode de communication. L'exemple type, l'ANSSI, il a l'impression de temps en temps, il découvre le fil à couper le beurre. Quand c'était Guillaume Poupard, en 2021, nous fait un webinaire live, machin, où il a été très clair, comme il savait l'être. Et à un moment, il nous dit, sur Nice 1, finalement, on a classé comme opérateur de services important plus d'une centaine d'hôpitaux GHT, machin. Bon, tous les gens qui ont écouté ont dit, super, Nice 1, c'est pour les hôpitaux. Point, à la ligne. Et quand on dit à l'ANSSI, mais quand vous dites ça, le message, c'est que ça concerne que les hôpitaux.
Donc tous les autres ont dit, bah, on s'en fout, c'est pas nous. Et c'est rien passé. Et résultat, quand l'Union européenne, qui a conduit à Nice 2, ils ont fait le bilan en 2019. C'est des documents publics de l'UE. Hein. Ils ont regardé. La France avait désigné 123 OSE. On est 67 millions en France. La Finlande, 5 millions d'habitants. Ils avaient désigné 10 000 OSE. Ils avaient mis tout le secteur médical, tout le monde. Les chirurgiens, les hôpitaux, les dentistes, tout le secteur médical était OSE. Donc, 5 millions d'habitants, 10 000 OSE. La France, 67 millions d'habitants, 123 OSE. L'UE a dit, OK, changement de méthode. On va reprendre une nouvelle directive extrêmement détaillée. Et puis maintenant, on va mettre tout le monde au carré, avec pouvoir de sanction, machin. C'est vrai que ça irait plus vite s'il y avait du pognon. Mais si l'ANSSI ne communique pas là-dessus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'en sais rien. Si ce n'est que ça va être un peu plus long s'il n'y a pas de pognon. Ça, c'est clair. Marc-Antoine, par extension, une question pour un territoire comme la région Grand Est. Quels peuvent être les bons leviers pour qu'un territoire, une région mobilise son économie, ses entreprises sur ce sujet-là. Donc, ça passe par des rencontres comme aujourd'hui, mais au-delà de ça, il y a eu des leviers financiers aussi, hein, de diagnostic cyber, hein, de la région. Comment le territoire peut se mobiliser? Il n'y a pas de... C'est pas moi qui vais répondre. Hein. Alors, non, oui, autrement formulé, est-ce qu'il va y avoir, je pense au commissaire aux comptes et à d'autres, de fait, une appropriation par des professionnels, hein, qui sont auprès des entreprises de ces sujets-là, ou c'est pas du tout prévu, et c'est de toute façon, eux, ça va leur arriver par la loi et ça s'arrêtera là. C'est tout le problème. En fait, moi, je le vois quand je fais alors, on ne dit pas des formations pour un COMEX, on dit des sensibilisations cyber. Ok. Avant, ils me disent, vous êtes bien gentil, et c'est encore une loi européenne. Genre, l'Europe nous fait chier. Bon, premier réflexe. Ensuite, deuxième réflexe, c'est pourquoi moi, ou comment je vais faire en sorte que ce ne soit pas moi. Et puis, troisième truc, c'est la sécurité. Ça coûte de l'argent et ça ne rapporte rien. Le ROI, hein, le Return on Investment, c'est zéro. Auquel cas, je leur dis, écoutez, c'est l'Europe, c'est l'Europe, heureusement qu'ils font le job, parce que si on attend que vous le fassiez, il ne se passera rien. Et puis, si vous n'êtes pas sensibilisé, on peut laisser faire la sélection naturelle, hein. C'est notre méthode. Enfin, je veux dire, on parle de trucs un peu vitaux, critiques, essentiels. Maintenant, ça pourrait être les régions qui portent. Alors, je sais qu'il y a des dispositifs qui passent aujourd'hui par les régions, enfin, qui vont passer par les régions. Mais si le seul dispositif, c'est je te propose une palette de produits, mais surtout, je te fais un petit diagnostic cyber à 2 000 €, moi, je trouverais plus intelligent de dire allez, c'est 80 000 ou c'est 120 000, lancez votre mise en conformité ISO, faites quelque chose, déductible via, j'en sais rien, moi. Enfin, je suis vraiment très technico-juridique, donc je ne connais pas tout ça, mais si personne ne fait rien, ça va être très lent à prendre, c'est évident. Donc, il faut que les collectivités s'y mettent peut-être. Je sais qu'il y a du pognon qui arrive de l'UE, mais il faudrait surtout que ce soit l'ANSSI qui communique. Enfin, l'ANSSI ou le campus cyber, ok, mais que les acteurs centraux de cet écosystème, où les gens quand même se connaissent un peu, bougent, sauf les entités régulées qui, tout d'un coup, vont dire ah bon, je suis société de transport, voilà, ligne 2, ah bon, je suis concerné. Bon, ceux-là, c'est sûr que ça va faire bizarre, mais si l'ANSSI ne remonte pas des infos, nous qui sommes des relais, vous les pros, vous les entreprises publiques, vous les administrations, nous les conseils, pas que avocats, mais les juristes, si on ne sait pas, s'ils ne communiquent pas, moi j'en suis à guetter les webinaires de l'ANSSI quand même, pour savoir ce qu'ils disent. Enfin bon, je peux aller à Monaco que pour ça, mais je veux dire, il y a un problème de communication quand même. Et maintenant, au moins, l'ANSSI, de temps en temps, ils ont un discours de vérité en disant bah oui, on ne sait pas trop identifier les machins. On ne parle pas de pognon quand même, parce qu'à l'ANSSI, on est des gens sérieux, l'argent c'est sale, donc on ne parle pas d'argent. Mais au final, j'ai envie d'écouter, vous feriez mieux d'en parler un peu plus, parce que les chefs d'entreprise, ce qu'ils regardent, c'est combien ça va leur coûter. Hein, en outillage, en équipement, en formation, en conseil, voilà, déployer un système d'authentification qui tienne un peu la route, c'est pas je mets un CD-ROM,
il y a bien plus de CD-ROM, mais je mets un CD-ROM dans ma main. Non, mais je veux dire, il y en a qui sont restés à ça, et puis je fais Enter 3 fois, admin, puis hop, le tour est joué. Non, il faut former, il faut écrire des chartes en disant si tu fais pas le job, tu vas te faire allumer. Moi, patron, j'ai bien compris, ça va me coûter de l'oseille, mais ça va me sécuriser mon business. Ouais, c'est un discours qui passe pas très bien encore, hein. Alors, oui, alors c'est juste. Maintenant, pour me faire l'avocat de la défense, J'aurais tout entendu. mais oui, non, mais il faut pas non plus qu'on tombe dans l'excès d'état-providence. C'est-à-dire que là, Ouais. on sait qu'ISO 27001, c'est quand même des mesures de bon sens, hein. C'est comme aller voir son médecin, se soigner ou entretenir sa voiture. Voilà, si on veut que son entreprise soit bien sécurisée, qu'elle ne tombe pas, il faut aussi avoir le courage d'investir dedans. En fait, je pense que le sujet, c'est vraiment la prise de conscience, une meilleure prise de conscience du risque cyber. Le sujet reste entier. Puis peut-être une priorisation, oui, effectivement, des aides. Par rapport à ta question, Christophe, je pense, et des aides ou des dispositifs mis en place. On a aujourd'hui un vrai défi à utiliser les appels à manifestation d'intérêt européen où on peut obtenir des fonds pour aller vers ces sujets-là. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Et là aussi, il ne faut pas attendre l'État ou la région Providence. C'est-à-dire que c'est un travail collectif. Pour bien aller là-dessus, il faut que tout le monde se parle. Donc c'est un sacré défi. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens qui nous écoutent et sur d'autres sujets pour lesquels ils attendaient peut-être des réponses et qui n'auraient pas été apportées pendant cet échange? C'est le moment, il nous reste encore quelques minutes. Voilà, donc on vous écoute, Frédéric? Oui, bonjour, Frédéric Lemos, Société ND6. Sur Nice 1 et sur OSE, il y avait quand même un process complet, les gens ont été désignés, il y avait 23 chantiers, 23 règles à respecter, et normalement ça se terminait par un audit de contrôle Mmh. et également des amendes à hauteur de l'ordre de 100 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a eu est-ce qu'il y a des retours là-dessus? Est-ce qu'on sait si des processus ont été vraiment menés jusqu'au bout? Et corollaire à la question, c'est pas le fait d'être certifié ISO 27000 qui faisait qu'on pouvait passer tout le process. C'était le fait d'avoir un audit de contrôle à l'issue des 23 chantiers. Donc, le fait de se certifier ISO 27000 ne suffit pas, je dirais, à peut-être passer Non. les process qui vont être imposés dans Nice 2 au même titre que Nice 1. J'ai un peu du mal à Non, mais vous définir avez là-dessus. raison. Mais de toute façon, un coup de cachet par un auditeur sur un ISO 27001 vous a jamais mis à l'abri d'une cyberattaque. Je veux dire, faut pas rêver. Mais ce qu'on demande quoi? C'est de monter le niveau collectif, de montrer que vous avez fait le job. Si vous avez déployé du ISO 27001 en vrai, je veux dire, normalement, vous devriez mieux résister à une attaque un peu sophistiquée si vous avez bien déployé votre contrôle d'accès, vos backups. Ça devrait être moins pire que cette petite boîte industrielle de l'Est de la France, d'ailleurs, dont je tairai le nom, qui m'appelle, 80 salariés, 15 millions de chiffres, CryptoLocker, OK? Donc ça, c'était début juillet. Il m'appelle fin septembre. Il dit «Ben, pourquoi nous?» Bon, comme d'habitude, donc je réponds même plus à celle-là parce que pourquoi vous? Parce que vous êtes exposés comme des nazes, parce que vous êtes des industriels et que la cybersécurité, ça n'existe pas, parce que bien sûr, l'informatique, c'est sûr, c'est bien connu. Ils pensent tous ça. Oui, je vois Christophe en train de sourire, mais c'est le discours que moi j'entends tout le temps. Mais non, c'est informatique, donc ça marche très bien. Ouais, super. Bien Ils ont sûr. un antivirus, donc c'est suffisant. Voilà, c'est l'exemple de l'antivirus. Donc mes gars là, très sympas au demeurant, bon, cryptoloqué complet pendant un mois, tout par terre, plus de prod, super, très bien. Et ils me disent: «Bon alors, là on a préparé une lettre, est-ce que vous pouvez nous la valider?» Je dis: «Beh, allez-y». Donc c'était une lettre de menace judiciaire au profit du prestataire qui faisait l'antivirus. D'accord? En disant: «Oui, c'est de votre faute, machin», et je dis: «Mais au fait, comment ils sont rentrés, les attaquants?» Il dit: «Oh bah, c'était un phishing». Et je dis: «Bah, votre prestataire d'antivirus, il y est pour rien». «Ah oui, mais il nous faut un responsable». Je dis: «Bah, le responsable, c'est vous, hein, parce que votre prestataire», et entre-temps, donc ils ont quand même envoyé la lettre. Moi, je leur dis que moi, je dis: «Moi, je refuse d'envoyer cette lettre, hein. Votre prestataire, il a raison, il y est pour rien là, hein. Phishing, vous êtes des tocards, c'est mort, quoi. Bon, allons-y, très bien». Réponse du prestataire: «Bah, allez vous faire voir.
Ah, j'ai rigolé en lisant la réponse du prestataire, mais il avait raison, le prestataire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est ça. Le tissu industriel français, la réalité, c'est ça. Alors, mon chocolatier, là, bah, OK, il n'est pas hautement critique. J'aime beaucoup le chocolat de qualité, mais ils ne sont pas hautement critiques quand même. Mais il y en a qui sont hautement critiques et ils vous expliquent que ce n'est pas eux. Enfin, je veux dire, l'industrie alimentaire française, les réponses spontanées, c'est pas nous, pourquoi nous, et ce sera jamais nous, et on n'est pas critique, quoi. Enfin, je dis à un moment, on attend d'être désigné de force par l'ANSSI ou je sais pas, moi, on a un labo de recherche un peu pointu sur le nucléaire et on n'a pas lu Nice 2. On est Nice 2, ah bah non, vous pouvez appeler Nice 2, je ne comprends pas. Ah non, je n'étais pas au courant. Je vous refais la même anecdote, mais secteur bancaire pour Dora. J'ai des gens qui m'appellent, j'ai une petite banque, enfin, petite banque, c'est quand même de l'argent. Donc on discute un peu, le RSSI très sympa, et puis il y avait la juriste qui était là. Je leur dis, mais vous m'appelez pour Dora? Et la juriste fait, qui? Je fais, bah, Dora, vous savez, banque, Dora. Elle me fait, ah non, je rentre de congé mat, je ne suis pas au courant. C'est Dora, vous avez un lien? Bon, bah, je lui ai envoyé le lien. Je dis, écoutez, on se reparle quand vous avez lu Dora, hein, parce que. Bah, il n'était pas au courant. Le RSSI, on sentait que ça le faisait moins rire déjà. Et quand on en est à ce niveau-là, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein, bah, si l'ANSSI ne fait pas un peu de pub, moi je ne peux pas tout faire. Et on en revient à ça, hein. La pub et le pognon. Y a-t-il d'autres questions? Une dernière question? Un, deux. On est vraiment bien sur le timing, hein. Bravo, Jean-Charles. Ah, ici, il y a une main levée. Il y a une main levée quand même, il y en a un. Flavien, on vous écoute. Oui, bonsoir. Flavien, société Nice Group. Je voulais savoir, j'avais pas de questions précises, mais si c'était possible de récupérer un enregistrement de la vidéo qui a été captée afin de pouvoir la diffuser à mes équipes. Alors, on a effectivement fait exprès d'enregistrer cette vidéo. Je ne sais pas vous dire encore comment on va la diffuser, mais elle sera disponible au travers au moins du site Grand Est Transformation du Numérique. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Et Voilà, si je vous dirai comment ultérieurement. Et si Jean-Charles me passe un lien YouTube, il n'est pas impossible que je le mette moi-même en accès depuis mon site web. Quelle orgie d'informations. Ouh. Apparemment, en tout cas, vous avez les slides, vous avez les slides en ligne, hein, ça j'ai vérifié. Il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, hein, vous ne faites pas d'exportation, enfin pas d'export massif et de screenshot de mes slides, hein. C'est interdit, hein. C'est pour ça que je les mets en ligne. Enfin bon, si vous voulez les réutiliser un peu, c'est le but, hein, sinon je ne les mettrai pas en ligne et mon éditeur gueule pas trop, donc ça va. En tout cas, un immense merci, Marc-Antoine, pour cette présentation, à la fois sur le fond et sur la forme, pour ton engagement, tes convictions et tout le travail que tu fais, je le sais, hein, au contact des autorités pour que la loi se transforme bien et pour poser les bonnes questions de fond. On a besoin, on est bien conscient qu'on a besoin sur tous ces sujets justement de juristes experts et passionnés, et tu en es un. Donc, et je ne l'ai pas dit, mais j'avais déjà eu affaire à toi sur d'autres sujets dans ma vie précédente. Voilà, donc j'avais déjà apprécié de la même manière. Voilà. Donc Sympa, merci. un grand merci. Voilà, et au plaisir de vous retrouver tous sur d'autres webinaires sur des sujets d'intérêt, et on l'espère avec un intervenant d'une aussi grande qualité. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai pas laissé la parole à Christophe, pardon. C'est vrai que Non, merci. Non, Jean-Charles, tu as tout dit et tu as dit l'essentiel. Et c'était notre jour J0 hein, sur Nice 2 pour le territoire. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, je crois. Et on va prendre un bâton de pèlerin sur ce sujet. Un immense merci. Et merci à vous. à très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.